Des drones d'attaque ukrainiens ont attaqué une usine de fibres optiques à Saransk, en Mordovie, donc en Russie, à quelques 820 km du front. Aurélien Duchesne, est-ce que c'est la seule usine de fibres optiques de la Russie, et je rappelle que ces fibres optiques, ils sont très importants pour les drones. Est-ce que c'est une prouesse de la part des Ukrainiens ? C'est une prouesse à deux égards. Évidemment, en termes de portée, on est habitué depuis 2023 à ce qu'on ait dépassé les 500 km de portée de la part des drones ukrainiens pour des frappes de la profondeur du territoire russe. Donc ça, on est habitué à l'exploit technique. Mais là où c'est surtout, j'ai envie de dire, un coup de maître en termes de frappe, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a peu de sites de production. Il y a également, alors, côté de Nijni Novgorod, c'est pas un site de fabrication, mais de conception. Les drones KSN, par exemple, les drones KSN sont des drones russes à fibre optique pour, on le rappelle, éviter d'être brouillés par les contre-mesures, par la guerre électronique du camp d'en face. La Russie mise de plus en plus dans son arsenal de drones sur les drones à fibre optique. C'est devenu une des priorités absolues, avec également l'implémentation d'intelligence artificielle. Or, jusqu'ici, il manque non seulement de sites de production, mais il manque aussi de main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Donc là, casser leur capacité dans ce domaine, c'est d'autant plus, on va dire, si là les Ukrainiens multiplient ce genre de frappes, ils créent un goulet d'étranglement de l'industrie de drones russes. Depuis les sanctions occidentales envers l'économie russe, pour continuer à exploiter son pétrole, bien sûr, la Russie a recours à une flotte dite fantôme. Ce sont des navires souvent vétustes et non assurés par des compagnies occidentales. Et depuis quelques mois, certains de ces bâtiments, justement, ont de gros problèmes. La veille de Noël dernier, celui qui s'appelle Ursa Major a coulé corps et biens au large des côtes espagnoles, alors qu'il transportait entre la Baltique et la Sibérie du matériel nécessaire à la construction d'un nouveau brise-glace. Donc c'était important comme mission. Et plus récemment, le 14 février, un pétrolier, le Sea Javel, a été attaqué dans le port italien de Savone. Et la rumeur enfle, Général Richoux. Qui se cache derrière cette série de sabotages visant des bateaux liés à la Russie aux quatre coins de la Méditerranée? C'est-à-dire, on pense bien évidemment aux plongeurs qui ont détruit le gazoduc de Nord Stream en septembre 2022. Vous vous souvenez? C'était un commando dont les liens avec le service de Kiev ont fait l'objet, bien sûr, de nombreuses spéculations, sans qu'aucune preuve n'ait été apportée jusqu'à ce jour. Mais qui, finalement, a intérêt à nuire à la Russie? Alors, il faut dire, dans Nord Stream 2, effectivement, il n'y a pas de preuves. Donc, il y a des spéculations. Des spéculations, absolument. Alors, il y a un troisième bâtiment aussi, un bâtiment de renseignement qui a eu une panne. On se rappelle qu'il il y a eu un début d'incendie également, et le patron du bâtiment a refusé qu'on lui vienne en aide parce que c'était un bâtiment sensible, un assez vieux bâtiment d'ailleurs, mais bourré d'électronique en Méditerranée. Donc ça, c'est des bâtiments qui naviguent en Méditerranée ou qui venaient de Tartous. Alors qui a pu faire ça? Tartous en Syrie. En Syrie, la base qu'ils ont évacuée. La base qu'ils ont évacuée. Oui, mais d'ailleurs, j'aimerais savoir, Général Richoux, est-ce que cette base qui a été évacuée par les Russes, ils l'ont toujours pas récupérée, hein? Alors la base, je crois qu'il reste quelques troupes là, mais elle n'est plus opérationnelle pour le moment. On n'utilise plus, on ne peut plus y mettre des bateaux. Donc les bateaux ont appareillé en urgence. Et donc ils sont en Méditerranée. Et voilà. Alors, qui a fait ça? Bon, on pense tout de suite aux Ukrainiens, mais ils sont quand même loin de leur base. Leur base naturelle. Leur base naturelle, c'est en mer Noire. C'est pas facile à faire. C'est pas facile. Après, il faut avoir des relais, il faut avoir des explosifs. Je veux dire, c'est extrêmement surveillé, la Méditerranée. Hein. C'est une des mers les plus surveillées du monde parce qu'il y a un trafic absolument considérable. Et donc, ça n'est pas facile. C'est vraiment trop tôt pour le dire. Ça peut être aussi des services occidentaux qui veulent après, pourquoi pas nuire aux Russes, etc. Donc je crois qu'il est trop tôt pour le dire, mais effectivement, il y a une succession de cas un petit peu suspects comme ça qui est très très intéressante. Et ce qu'il faut voir avec ces bâtiments également, là, quand ils sont attaqués, ça va forcer les Russes vraisemblablement à les escorter. Et non, justement, j'allais vous le dire. Quand on les escorte, eh bien, on dépense la marine. Beaucoup d'argent. Eh bien, voilà. On dépense beaucoup d'argent. Voilà, donc vous avez raison de le souligner. Fin 2023, la marine russe a commencé, étonnamment, à faire escorter ces navires marchands. Ça a étonné tout le monde. Ces navires marchands qui effectuent, bien sûr,
sûr, des missions d'intérêt stratégique, comme par exemple des transferts d'armes de Saint-Pétersbourg jusque, comme le disait le général Richoux, la Libye ou la Syrie. Mais c'est très cher, ce sont des dépenses considérables pendant plusieurs mois. Alors, Lucas Mangé, que peut-on dire? C'est ça la guerre hybride? C'est ce à quoi on est en train d'assister en ce moment par rapport à cette flotte fantôme en mer Méditerranée? C'est une partie de la guerre hybride, mais ça fait partie de la guerre au sens large, c'est-à-dire d'utiliser des ressources qui ne sont pas forcément militaires, mais qui sont associées au monde militaire pour essayer de parvenir à ses fins, et notamment pour essayer, en l'occurrence, là, de soulager l'économie russe. La marine russe, elle est, comme le disait le général, elle est globalement, elle est dans cette région-là assez coincée, entre la mer Noire et la perte partielle, on va dire, de son influence et de ses bases en Syrie, ses capacités de manœuvre sont très limitées. Donc du coup, le fait de pouvoir utiliser, mais on parle de, là c'est des très gros bateaux, mais il y a des chalutiers russes qui sont utilisés pour faire du renseignement, il y a des chalutiers, je veux dire, de pêche, hein, mais qui sont en fait utilisés par la marine russe et par les services de renseignement de la marine russe pour déguiser des opérations. Enfin tout ça, c'est la Russie est capable de mobiliser, comme le font les Chinois en mer de Chine et dans certains coins de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, d'utiliser des navires qui ne sont pas des navires militaires, des navires gris ou blancs comme on les voit sur les mers du monde, mais des navires qui lui sont associés et qui peut-être ont parmi leur équipage des gens qui sont des marins qui ne sont pas que des marins pêcheurs, on va dire. Ce qu'on sait aussi, c'est que justement l'Union européenne a essayé de combattre cette pratique par les Russes, d'avoir ce flotte qui n'est pas fantôme, qui n'est pas répertorié, avec le 15e paquet de sanctions où il y avait des navires des bâtiments qui étaient rajoutés. C'est autour de 80 navires finalement dans les sanctions qui figurent. Mais le problème, c'est que l'Union européenne n'arrive pas à vraiment faire tracer tous ces navires ou toutes ces tentatives de ne pas suivre, d'échapper, de contourner les sanctions. De contourner les sanctions. Ce qu'on sait aussi, c'est que, par exemple, depuis 2022, l'article de The Guardian, il révèle qu'il y a autour de 5 milliards d'euros qui étaient faits par des compagnies de production, justement des navires, mais occidentaux, qui ont vendu les navires, les bâtiments, présupposément quand même au navire, pour le flotte. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des compagnies occidentales qui ont fait de l'argent finalement en vendant ces bateaux Sauf que c'est navires russes. Des Grecs. Hein. Il y a notamment un armateur grec qui a été sous sanction. Et sur la liste des sanctions. Voilà. Et qui a vendu des pétroliers comme ça qui servent encore vraisemblablement aux Russes. Aurélien Duchesne, en fin janvier récemment, en 2025, le navire espion le Kildin, au large de Tartous, justement, ça avait été évoqué par le général Richoux, et a été l'objet d'un incendie. Il y a eu un incendie à bord, et le capitaine a éconduit un cargo qui voulait lui venir en aide. Donc on se demande quand même s'il n'y a pas une certaine paranoïa de la part des Russes, notamment après les succès nombreux et variés des drones navals ukrainiens contre leurs bâtiments. Ça peut s'expliquer il y a deux hypothèses en fait à cette réaction. Il y a effectivement une paranoïa, la même qui avait amené par exemple la marine russe à refuser l'aide occidentale quand le sous-marin Kursk en 2000 était naufragé et qu'il y avait des vies à sauver. Les Occidentaux avaient proposé une aide à la Russie qui a préféré laisser mourir son équipage plus d'accepter l'aide occidentale. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que si effectivement c'était un navire d'espionnage, il y avait par exemple dans le débat à ce moment-là l'idée que les Russes étaient en train de prospecter pour enlever les derniers navires qui leur restaient au large du Levant pour les emmener à Tobrouk. Pourquoi Tobrouk? C'est un port en eau profonde en Libye, le seul susceptible d'accueillir les derniers éléments de la marine russe qui était basée en Syrie. L'autre explication, au-delà de la paranoïa, c'était aussi les missions du genre de celle qui peut tuer ce navire. Alors le Sigevel, justement, c'est un navire qui a été attaqué en Italie, ce qui est quand même tout près de chez nous. Et son armateur, c'est celui-là, dont l'armateur grec avait été inscrit en 2022 sur la liste noire des soutiens du gouvernement de Moscou par le gouvernement de Kiev, Steve Lieberman. Mais ensuite, il a fait faillite, il a réussi à se faire enlever de cette liste. Donc finalement, on a l'impression qu'il n'y a aucun moyen de contrecarrer cette solution de la flotte fantôme. Et d'ailleurs, les Iraniens font la même chose. Tout le monde fait la même chose.
Mais bien sûr, en réalité, vous avez des armateurs, même si c'est difficile effectivement d'assurer ces bateaux, mais vous avez des pavillons panaméens ou autres et vous pouvez difficilement faire quelque chose contre eux. Donc on l'a fait dans certains cas, mais je ne sais plus quel est le nombre de ces bateaux fantômes. 600. C'est 600, mais c'est une énorme flotte. Donc évidemment, on ne peut pas s'attaquer à tous.